Vous êtes à une réunion sociale. Les lumières tamisées créent une atmosphère qui devrait être confortable, mais quelque chose en vous se contracte. Les conversations s'écoulent autour de vous comme une rivière de mots vides. Comment se passe le travail? Avez-vous regardé la dernière série? Passez-vous un bon moment? Et alors que votre bouche articule les réponses attendues, une partie profonde de vous crie silencieusement. Non, je ne passe pas un bon moment. Je suis en train de me dissoudre ici. Cette expérience n'est pas seulement la vôtre. Des millions de personnes surfent quotidiennement sur cet étrange théâtre invisible où tout le monde joue, mais personne n'admet qu'il joue un rôle. Un théâtre sans rideau où la scène s'étend sur l'ensemble de l'existence sociale moderne, du café du matin à la réunion de travail, des médias sociaux aux conversations familiales. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la façon dont nous avons structuré la coexistence humaine au cours de ce siècle. Conversar a été transformé en une performance soigneusement chorégraphiée. Regarder dans les yeux est devenu un geste presque archéologique. Les silences ont été bannis, comme s'ils étaient trop dangereux pour exister entre deux personnes censées se connecter. Nous avons développé une capacité sinistre, diviser notre essence en plusieurs versions de nous-mêmes. Au travail, nous projetons une personnalité professionnelle. Lors des réunions de famille, nous activons un autre masque. Sur les réseaux sociaux, nous affichons une version éditée et filtrée de la version déjà inventée que nous montrons au monde. Nous naviguons dans ces contextes avec une telle dextérité qu'un jour nous nous réveillons sans savoir qui se cache vraiment derrière. Tous ces masques qui se chevauchent, ce n'est pas une coïncidence si vous vous sentez épuisé après une simple interaction sociale. Votre âme a été traînée à travers un champ de bataille invisible où l'ennemi n'est pas les autres. Mais la demande constante de s'adapter, de s'intégrer, de paraître fonctionnel, alors que quelque chose en vous s'effondre en silence. C'est comme si chaque rencontre sociale était un examen non déclaré où vous devez prouver que vous méritez de rester dans le groupe, que votre présence ajoute de la valeur, que vous n'êtes pas un fardeau émotionnel. Arthur Schopenhauer a observé que l'homme peut faire ce qu'il veut, mais qu'il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Dans la vie sociale moderne, ce paradoxe est brutalement intensifié. Vous devez vouloir ce que vous ne voulez pas, sinon vous serez ostracisé. Le théâtre est devenu une monnaie d'échange social. Vous ne pouvez pas être trop triste, ou trop calme, ou trop intense. Si vous ne maîtrisez pas l'art d'agir dans la mesure exacte, vous êtes mal à l'aise, et si vous êtes mal à l'aise, vous êtes marginalisé. Mais ici, une question inconfortable se pose. Et si le véritable malaise venait de faire semblant? Observez les visages que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours, dans les transports en commun, dans les cafés, dans les couloirs des bureaux. Ils portent dans leurs yeux une lassitude qui n'est pas physique, mais un épuisement de l'âme. Ils sont épuisés de faire semblant que tout a un sens, de maintenir un ton de voix agréable, de sourire avec leurs yeux quand les yeux veulent juste pleurer. Personne ne parle ouvertement de cette fatigue parce que le contrat social invisible ne permet pas les échecs visibles. La vulnérabilité a été exilée de l'espace public. Et à sa place, nous avons installé l'obligation de la bonne humeur, de la légèreté constante, du maintien des good vibes à tout moment. Mais la légèreté forcée l'emporte sur toute tristesse authentique. Les ondes positives imposées se transforment en une forme subtile mais persistante de torture émotionnelle. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu une conversation authentique avec quelqu'un sans la pression de paraître intéressant, réussi ou émotionnellement stable? Vous avez peut-être déjà oublié ce sentiment. Peut-être le cherchez-vous désespérément sans savoir où le trouver. Cela se produit parce que la plupart des relations contemporaines fonctionnent comme des vitrines richement décorées et non comme des fenêtres transparentes. Ils montrent ce qu'ils calculent que vous voulez voir. Ils cachent méticuleusement ce qui compte vraiment. Le philosophe Kierkegaard a averti que la multitude est le mensonge. Et nous vivons actuellement dans un culte excessif de l'approbation collective, de l'appartenance quel qu'en soit le prix pour sa propre identité. C'est là que tout le système se fracture. Si vous choisissez d'être authentique, vous devenez automatiquement une anomalie sociale. Si vous optez pour le silence réfléchi, vous devenez méfiant. Si vous refusez de participer à la chorégraphie collective, si vous êtes exclu, le dilemme est présenté avec une clarté brutale. Soit vous apprenez à agir de manière convaincante, soit vous apprenez à vivre dans l'isolement.
Cependant, il existe une troisième alternative, un chemin étroit, exigeant et souvent douloureux, mais profondément libérateur. Construire une façon radicalement nouvelle de se rapporter au monde sans se trahir dans le processus. Ce chemin peut sembler solitaire à ses débuts, mais vous vous rendez progressivement compte qu'il y en a d'autres qui naviguent sur la même fréquence. D'autres qui ont également quitté la scène principale, qui préfèrent les conversations qui dérangent au silence qui mente, qui privilégient l'authenticité inconfortable à l'harmonie artificielle. Et puis vous découvrez une vérité libératrice. Vous n'avez jamais été aussi seul que vous le pensiez. Vous étiez simplement entouré de performances, pas de présence réelle. Il y a deux types de silence qui définissent l'expérience humaine contemporaine. Le premier est le silence de la paix intérieure, celui qui remplit l'âme comme une brise nocturne, qui nourrit et régénère. Le second est le silence de l'étouffement émotionnel, celui qui naît lorsque l'on avale des mots pour éviter le jugement, lorsque l'on réprime des opinions pour ne pas être exclu, lorsque l'on cache la douleur pour ne pas être écarté. Ce deuxième type de silence est celui que beaucoup portent quotidiennement. C'est un silence qui ne communique pas « je suis en paix », mais « je n'ai pas la permission de montrer que je ne le suis pas ». Nous vivons dans une société qui exige que le masque prime sur le respect. Il faut revêtir le masque de la bonne humeur, de la légèreté émotionnelle, de la productivité constante, de la sociabilité équilibrée. Mais n'oubliez pas de sourire, même lorsque l'âme est fragmentée. Nietzsche a observé que tout esprit profond a besoin d'un masque. Mais que se passe-t-il lorsque le masque est fixé en permanence au visage, quand vous ne pouvez plus l'enlever, même pas dans la solitude de votre chambre? La réponse n'est pas réconfortante. Le masque commence comme un mécanisme de protection, une armure contre le jugement social, mais au fil du temps, il se métamorphose en prison. Le plus tragique, c'est qu'on s'y habitue au point d'oublier complètement à quoi ressemblait son vrai visage. Lors des fêtes, vous faites des blagues pour ne pas paraître trop sérieux. Au travail, vous dites « oui », même si tout votre être crie « non ». Lors des réunions de famille, vous évitez les conversations qui pourraient toucher de vieilles blessures. Sur les plateformes numériques, vous ne publiez que ce qui est socialement acceptable et sûr. Et alors surgit la question qui transperce la conscience comme un rasoir. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? C'est précisément là que commence le vide existentiel. Lorsque la performance est si constante et automatique que le moi authentique commence à s'estomper comme une photographie exposée au soleil trop longtemps. Il ne s'agit pas de timidité ou d'introversion. Il s'agit d'un épuisement profond, d'une fatigue qui pénètre jusqu'à l'os à force de devoir jouer un personnage tous les jours afin d'appartenir à un monde qui ne tolère pas la vulnérabilité. Avez-vous ressenti cette sensation d'être complètement épuisé sans avoir fait le moindre effort physique? Comme si la simple présence dans les espaces sociaux drainait toute votre énergie vitale. Cela se produit parce que faire semblant exige une quantité extraordinaire d'énergie émotionnelle et mentale. Maintenir un personnage pendant des heures est un travail émotionnel épuisant, sauf que personne ne vous paie pour cela. Au contraire, la société exige de plus en plus de raffinement dans votre performance. L'ironie la plus cruelle de notre époque est que plus vous êtes authentique, plus vous devenez étranger au système social. Partager une douleur sincère aujourd'hui est presque un acte de transgression. Si vous mentionnez que vous êtes mauvais, que vous vous sentez perdu, que vous ne trouvez pas de sens dans les routines établies, quelqu'un apparaît immédiatement avec une phrase préfabriquée. Pensez positif. Ça va passer. Nous traversons tous des moments difficiles et vous vous rendez compte que personne n'écoute vraiment. Ils essaient seulement de boucher le trou de votre vulnérabilité avec du ruban adhésif d'optimisme fabriqué. Le masque social est devenu une exigence non négociable, et le silence émotionnel sa conséquence inévitable. Mais il y a un type de personnes qui ne peuvent plus porter ce masque. Des individus qui, en raison d'un échec béni du système de programmation sociale, sont condamnés à l'authenticité. Ceux-ci sont étiquetés comme intenses, dramatiques, ou difficiles à gérer. Et alors qu'en réalité, ce sont simplement des êtres humains qui ont rejeté le rôle qui leur a été assigné, qui refusent catégoriquement de jouer. Lorsque ces personnes parlent, elles génèrent un malaise parce qu'elles communiquent à partir de la vérité brute, d'une douleur non traitée,
d'une présence non filtrée. Et la vérité énoncée sans maquillage, sans traitement préalable, est insupportable pour ceux qui ont construit leur existence sur la base d'apparences soigneusement entretenues. Ces gens ne rentrent pas dans les moules préétablis, non pas parce qu'ils sont brisés ou défectueux, mais parce qu'ils refusent de se déformer pour s'adapter à des structures qu'ils considèrent comme fondamentalement médiocres et déshumanisantes. Vous a-t-on déjà qualifié d'intense? Avez-vous été jugé pour avoir exprimé ce que personne d'autre n'ose verbaliser? Si c'est le cas, vous appartenez peut-être à ce groupe d'exilés involontaires. Le silence que vous portez n'est pas vide ou pathologique. C'est un espace sacré que l'on protège instinctivement, parce qu'on en a assez de le donner à des gens qui ne savaient que le remplir de bruit de surface et de distraction. Ces silences profonds sont en réalité des cris camouflés, et les cris qui ne trouvent pas d'exutoire par la gorge finissent par rendre le corps malade de l'intérieur. Mais c'est là que réside une vérité que probablement personne ne vous a communiquée directement. Vous n'êtes pas faible parce que vous ne pouvez pas faire semblant de manière convaincante. Vous êtes trop fort pour vous mentir à vous-même. Cette force, même si elle vous isole temporairement du troupeau social, est votre salut. C'est ce qui vous empêche de vous perdre complètement dans ce théâtre collectif de l'auto-illusion. C'est votre connexion persistante à quelque chose d'authentique dans un monde de plus en plus artificiel. Si vous avez l'impression d'être épuisé par le fait de jouer, si vous percevez que vous êtes à bout de souffle dans ce rôle que vous n'avez jamais consciemment choisi, comprenez ceci, vous ne faites pas l'expérience d'une dépression nerveuse, vous développez une conscience. Et la conscience, aussi douloureuse soit-elle dans ses premiers stades, représente toujours un nouveau commencement. Le début de se débarrasser des fausses couches, de s'écouter sans intermédiaire, de revenir à l'existence avec un vrai visage, même si le monde entier continue de préférer les masques. Avez-vous déjà eu le sentiment inconfortable d'être constamment évalué à chaque conversation, non pas à cause de la profondeur de vos idées ou de la qualité de votre caractère, mais à cause de ce que vous pourriez offrir en termes d'utilité sociale? Un lien professionnel, un contact influent, un nombre élevé de followers, une image qui confère un statut par association. C'est subtil, mais absolument réel. Et une fois que vous l'avez remarqué, vous ne pouvez pas vous empêcher de le remarquer à chaque interaction. La vie sociale contemporaine ressemble étrangement au marché boursier. Vous entrez dans n'importe quel espace, qu'il s'agisse d'un bar, d'une réunion professionnelle ou même d'un groupe de soi-disant amis, et un processus d'évaluation invisible commence immédiatement. Quelle est la valeur de votre présence dans ce contexte? Générez-vous un rendement émotionnel, social ou économique? Avez-vous quelque chose de concret à apporter au groupe? Les gens sont devenus des actifs sociaux. Les relations sont devenues des investissements calculés. La connexion authentique a été rétrogradée à une transaction mesurée. Et le plus troublant, c'est que la plupart font semblant de ne pas percevoir cette dynamique. Ils continuent à parler d'affection, d'amitié et d'attention mutuelle, alors qu'en réalité, ils négocient constamment en termes de bénéfices et d'utilité émotionnelle. Voyez à quel point il est facile d'être aimé quand on se débrouille bien dans la vie, quand on réalise quelque chose de visible, quand sa carrière décolle, quand son image publique s'améliore. Quelqu'un apparaît toujours à proximité avec des messages de « Je suis fier de toi »,« Je t'ai toujours suivi »,« Il va falloir qu'on travaille ensemble bientôt ». Mais quand vous coulez, quand votre vie devient désordonnée, lorsque vous traversez une vraie crise, l'affection supposée se refroidit dramatiquement. Les notifications disparaissent, les invitations s'évaporent, les projets futurs sont discrètement annulés. Ce phénomène porte un nom précis, le capitalisme social, et c'est brutalement efficace. Au fond, très peu de gens veulent vraiment d'un ami qui traverse de véritables difficultés. Ils préfèrent quelqu'un qui inspire, qui rayonne de succès, qui contribue à leur propre image par association. Personne ne veut de quelqu'un qui apporte des silences denses, des réflexions inconfortables ou de véritables besoins émotionnels. Ils veulent de la légèreté fabriquée, de bonnes vibrations constantes, de l'énergie positive à la demande, comme si nous étions des animateurs perpétuels de notre propre existence. C'est un marché, et sur ce marché, être authentiquement humain dévalorise votre marque personnelle. Vous commencez à réaliser que votre valeur sociale est directement liée à ce que vous offrez,
et non à ce que vous êtes essentiellement. Vous valez le nombre de portes que vous pouvez ouvrir pour les autres, pour ce que vous pouvez faire socialement, pour combien vous faites en sorte que l'autre se sente important ou validé en sa présence. Cette dynamique génère une peur chronique et constante de l'échec, parce qu'à l'instant où vous trébuchant, lorsque votre façade se fissure, vous savez que vous allez perdre l'affection qui semblait inconditionnelle. Vous serez oublié, remplacé, laissé pour compte en tant qu'investissement qui a perdu de sa valeur sur le marché social. C'est pourquoi tant de gens vivent dans un état d'épuisement permanent, essayant de maintenir une version optimisée d'eux-mêmes, tout en cachant soigneusement cette partie qui ressent, fait des erreurs et pleure. Le philosophe Byung-Chul Han avait déjà mis en garde contre ce phénomène. Dans la société de la transparence totale, tout devient marchandise, même l'affection la plus intime. C'est exactement ce que nous vivons. Les relations sont des réseaux déguisés, les conversations sont des arguments émotionnels, les amitiés sont des contrats silencieux de bénéfices mutuels, et ce qui ne génère pas de retour visible est jeté sans cérémonie. Vous le ressentez dans votre corps, dans chaque rencontre où vous ne pouvez pas être simplement vous-même, dans chaque message où vous devez soigneusement peser vos mots, dans chaque silence qui ne peut durer plus de 5 secondes parce qu'il sera interprété comme un désintérêt ou un dysfonctionnement social. C'est une danse cruelle et chorégraphiée avec précision. Si vous ne faites pas preuve d'un courage constant, vous devenez invisible. Si vous donnez trop, vous devenez une menace pour l'équilibre du groupe. Vous vous en tenez donc à un terrain d'entente artificiellement calculé, faisant semblant de plaire, mais jamais au point de mettre les autres mal à l'aise ou de les surpasser. C'est le marché invisible des relations humaines contemporaines, et vous y participez, que vous vouliez le reconnaître ou non. Mais c'est là que réside une vérité que vous devez entendre. Le problème fondamental, ce n'est pas vous. C'est un système qui vous a appris depuis l'enfance que les gens sont des produits à optimiser, que l'affection doit être méritée par la performance, que la vulnérabilité est un risque commercial inacceptable, que la tristesse fait obstacle à votre marque personnelle. C'est pourquoi de nombreux individus lucides préfèrent l'isolement volontaire, parce qu'ils ont l'impression d'être constamment vendus et achetés, même s'ils veulent seulement être entendus et compris dans leur humanité fondamentale. Vous avez remarqué comment les gens se consomment les uns les autres, comme si la proximité avec quelqu'un qui a réussi était une extension automatique de leur propre valeur, comme si les amitiés étaient des leviers d'ascension sociale et non des présences qui sont valorisées pour elles-mêmes. Ce n'est pas une véritable amitié, c'est du marketing émotionnel déguisé, et c'est là qu'intervient un affrontement frontal avec la réalité. Plus vous vous montrez authentique, moins vous deviendrez désirable sur ce marché social, car l'authenticité est imprévisible, ne s'inscrit pas dans des emplois du temps optimisés, ne génère pas de retour immédiat et effraie profondément ceux qui ont construit leur existence sur une image contrôlée. Pourtant, restez authentique, parce que vivre sous l'exigence constante de plaire, de performer, de justifier sa propre existence par la valeur que l'on apporte aux autres, ça tue à petit feu. Tuez en silence, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus qui vous êtes vraiment, jusqu'à ce que votre âme devienne un produit perpétuellement liquidé. Le défi auquel vous êtes confronté est brutal dans sa simplicité. Choisir entre être accepté par ceux qui aiment votre performance soigneusement construite ou être rejeté pour avoir osé montrer votre vérité crue. Mais ceux qui choisissent constamment la vérité trouvent tôt ou tard d'autres personnes qui ont également choisi ce chemin. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont absolument réels. Et avec les vrais, vous n'avez plus besoin de valoir quoi que ce soit de spécifique, car là-bas, vous pouvez simplement exister. Il y a un type particulier de solitude qui ne crie pas désespérément ou n'attire pas l'attention sur elle-même. Chuchotez simplement avec persistance. Il chuchote dans les rues bondées, dans les salles bruyantes, pleines de conversations, dans les cafés saturés d'activités sociales. Elle y vit, parfaitement camouflée entre rire trop fort et bavardage trop superficiel. Et seuls ceux qui en font l'expérience dans leur propre chair comprennent sa nature particulière. La pire forme de solitude est celle qui se produit lorsque vous êtes complètement entouré de gens. Avez-vous déjà été dans un endroit où tout le monde parlait sans cesse,
mais personne ne disait quoi que ce soit de vraiment significatif. Avez-vous déjà eu l'impression d'observer la vie derrière une vitre invisible, de tout voir et de tout entendre, mais de ne pas être touché émotionnellement par ce qui se passe autour de vous? Nous parlons ici de cette solitude existentielle. Non pas de la solitude physique qui peut être choisie et même nourrissante, mais de la solitude qui naît de l'inadéquation abyssale entre ce que vous êtes au plus profond de vous-même et ce que le monde social exige que vous fassiez semblant d'être pour y participer. Dostoïevski a écrit que l'homme est un mystère à démêler, et si vous passez votre vie à essayer, ne dites pas que vous avez perdu votre temps. Mais aujourd'hui, personne ne veut démêler qui que ce soit. Les gens recherchent des raccourcis émotionnels, des résumés de personnalité, des étiquettes préfabriquées qui facilitent la digestion rapide de l'autre. Quand on refuse d'être réduit à une simple étiquette, quand on insiste pour maintenir sa complexité, ses contradictions, sa densité émotionnelle, les portes se ferment automatiquement. Les gens prennent leur distance, vous qualifient de intense, d'incompliqué ou de difficile à aimer. Mais la vérité derrière ces réactions est différente. Ils ont peur. Peur de votre profondeur parce qu'elle expose inconfortablement votre propre superficialité. Peur de votre lucidité car elle dénonce silencieusement le théâtre collectif dans lequel ils se sont installés. Vous devenez un miroir involontaire et personne ne veut se voir reflété nu. Puis vient l'éloignement progressif mais inexorable et avec lui, la solitude. Mais c'est là que réside quelque chose qu'on vous dit rarement. La solitude ne représente pas un échec personnel, mais une démonstration de force. C'est le prix à payer pour ne pas être corrompu. Le prix à payer pour préserver quelque chose que le monde insiste de manière obsessionnelle pour détruire. Votre essence non négociable. À première vue, les autres semblent parfaitement bien, intégrés et fonctionnels. Mais si vous pouviez regarder plus profondément, vous constateriez que beaucoup se noient tranquillement dans des relations superficielles, dans des engagements émotionnels vides, dans des conversations qui ne sont rien de plus qu'un bruit organisé. Vous, en revanche, avez choisi le silence, l'immobilité, le recueillement conscient. Et bien que cela fasse mal parce que cela fait inévitablement mal, ce choix représente une forme sophistiquée de résistance spirituelle. C'est dire au monde clairement et constamment « Je refuse catégoriquement de feindre d'appartenir à des lieux qui m'obligent à me trahir pour y participer. » Bien sûr, il y a des jours sombres, des jours où la poitrine est comprimée et où l'on se demande s'il ne serait pas infiniment plus facile de céder, de s'intégrer, d'accepter les règles du jeu social établi. Mais vous vous souvenez alors de la question fondamentale. À quel prix? Que reste-t-il de votre véritable identité après tant de concessions? L'acceptation en vaut-elle la peine si elle s'accompagne de la perte de soi-même? Mieux vaut marcher seul que de se perdre dans la pile anonyme. Mieux vaut le silence qui vous préserve intact que le bruit qui vous détruit de l'intérieur. Mieux vaut une longue nuit en sa propre compagnie que toute une vie entourée de voix qui ne vous écoutent jamais vraiment. La solitude, lorsqu'elle est embrassée avec courage et compréhension, peut se transformer en un refuge sacré. Il peut devenir l'espace où votre âme se régénère, où vous entendez des murmures intérieurs que le bruit constant du monde ne vous a jamais permis de percevoir. Nietzsche nous offre une perspective douloureuse mais libératrice. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas que tu m'aies menti, mais que désormais je ne pourrai plus croire en toi. C'est la blessure fondamentale du solitaire authentique. Ce n'est pas l'absence physique de compagnie, mais la présence suffocante de fausses présences. C'est le traumatisme accumulé d'avoir véritablement renoncé à soi-même et d'avoir été reçu avec mépris, indifférence ou intérêt purement utilitaire. C'est pourquoi il se retire progressivement, non pas parce qu'il déteste le monde, mais parce qu'il s'aime suffisamment pour refuser de continuer à s'exposer à des environnements qui diluent systématiquement sa vérité. Au fil du temps, cette solitude prend des contours inattendus de liberté. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin d'être partout. Vous n'avez pas besoin de répondre immédiatement à chaque message. Vous n'avez pas à dire « oui » lorsque tout votre être veut dire un « non » retentissant. Vous commencez à choisir consciemment. Et cette capacité de choisir vous renforce progressivement. Ce n'est pas un isolement pathologique, c'est une guérison nécessaire.
C'est comme si vous nettoyiez enfin des plaies infectées qui sont venues d'années d'efforts pour s'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour votre type de sensibilité. Et puis, quand on s'y attend le moins, on trouve quelqu'un. Quelqu'un qui a aussi marché seul pendant de longues périodes, quelqu'un qui n'a pas peur des silences profonds, qui n'a pas peur de votre intensité émotionnelle, qui ne veut pas vous modeler selon ses attentes, mais simplement vous trouver tel que vous êtes. Ce lien est différent dans son essence même. Il n'exige pas une performance constante, il n'exige pas une présence étouffante, il n'étouffe pas d'attente. Permettez-vous simplement d'être, avec tous vos défauts, vos doutes et vos vérités brutes. Mais jusqu'à ce que cette rencontre extraordinaire se produise, la solitude sera votre compagnon le plus fidèle et le plus honnête. Il ne vous quitte pas lorsque vous échouez. Il n'exige pas que vous souriez lorsque vous avez besoin de pleurer. Il reste simplement là, silencieux, présent, absolument réel. Si aujourd'hui vous ressentez ce poids particulier, cette distance, cette absence de connexion authentique, reconnaissez que c'est aussi une forme d'amour. Un amour silencieux mais puissant pour vous-même. Et si vous avez l'impression que personne ne peut entendre votre cri intérieur, comprenez que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Il y en a d'autres qui naviguent sur la même fréquence, d'autres qui ont également choisi l'authenticité plutôt que l'acceptation facile. Certaines personnes ne sont tout simplement pas nées pour faire semblant, non pas à cause de l'arrogance ou de l'esthétique rebelle, mais parce que leur système nerveux ne peut pas traiter la dissonance entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont censés projeter. Ce sont des individus qui ne peuvent pas sourire quand ils sont brisés à l'intérieur, ils ne savent pas comment dire « tout va bien », alors que ce n'est évidemment pas le cas. Ils ne maîtrisent pas les règles du jeu social car ils n'ont jamais reçu le manuel d'instruction. Le monde contemporain ne sait pas quoi faire de ces gens. Nous vivons dans une société où la farce est devenue une condition de base de la coexistence. Il est plus important d'être adapté fonctionnellement que d'être honnête sur le plan émotionnel. Plaire aux autres est devenu plus nécessaire que de maintenir l'intégrité intérieure. Mais il y a un pourcentage de la population qui ne peut pas payer ce prix émotionnel. Il y a ceux qui, même s'ils essaient de toute leur volonté, trébuchent constamment sur leur propre vérité et laissent la vraie douleur s'échapper par les pores de leur peau. Ce sont les exilés invisibles de la société moderne. Ils vivent physiquement parmi nous, mais ils sont existentiellement éloignés, parce qu'ils n'ont jamais appris à mentir avec la même élégance sociale que les autres. Avez-vous éprouvé ce sentiment d'être dans un endroit où tout le monde semble avoir un script invisible, qu'ils suivent naturellement, alors que vous pouvez à peine comprendre l'intrigue de ce qui se passe? C'est l'exil de ceux qui ressentent trop profondément dans un monde qui préfère l'anesthésie émotionnelle, de ceux qui réfléchissent trop à une époque qui idolâtre les distractions constantes, de ceux qui cherchent la vérité, authentique mais ne trouvent que des personnages soigneusement construits. Être authentiquement authentique dans le contexte social actuel est presque un acte de rébellion involontaire, car cela expose, déstabilise et menace l'illusion d'harmonie que la société a construite sur la base de silences complices et d'accords non verbalisés. Que fait le système avec ceux qui ne savent pas faire semblant de manière convaincante? Il les marginalise subtilement, les qualifie de problématiques, les qualifie de trop intenses ou de difficiles à gérer. Mais la vérité est différente et plus complexe. Ces personnes portent la bénédiction et la malédiction de trop percevoir, de ressentir trop intensément, de ne pas être capable de se déconnecter de ce qui compte vraiment au fond de l'expérience humaine. Ils détectent quand un sourire n'est pas sincère, quand une conversation est du pur théâtre répété, quand l'affection est calculée, quand l'empathie est simplement du marketing émotionnel bien exécuté. Ils vivent piégés entre le mensonge et le vide. S'ils font semblant, ils se perdent peu à peu. S'ils ne font pas semblant, ils sont rejetés par le groupe. C'est comme exister dans un no man's land émotionnel, suspendu entre le désir profond d'appartenance et la terreur de se trahir pour y parvenir. C'est là que surgit le dilemme existentiel le plus profond de notre époque. S'adapter complètement ou se préserver dans son intégralité. S'adapter, c'est se trahir à petites doses quotidiennes. Rire de ce qui n'est pas drôle, feindre l'enthousiasme pour des choses qui sont vides pour vous. Télécharger des photos qui projettent du bonheur alors que votre cœur est fragmenté. Répondre « tout va bien ».
avec un sourire lorsque votre monde intérieur s'effondre. Se préserver, en revanche, c'est accepter le prix de la marginalisation sociale, accepter les invitations qui n'arrivent jamais, les messages qui n'apparaissent pas, les anniversaires qui se passent dans une solitude absolue. Le monde moderne semble ne reconnaître que deux versions de l'existence humaine, celle qui agit de manière convaincante ou celle qui disparaît tranquillement. Mais qu'en est-il de ceux qui choisissent de ne pas agir, mais n'acceptent pas non plus de s'effacer? Ils vivent l'exil le plus profond, l'exil d'eux-mêmes. Que l'exil n'est pas une faiblesse, c'est une résistance. C'est un signe que quelque chose en vous refuse de mourir dans un monde qui automatise l'existence. C'est l'étincelle qui dit « Je ne vais pas prétendre que tout va bien juste parce que c'est attendu ». La vérité est que nous n'avons jamais été aussi entourés et aussi isolés à la fois. Nous marchons parmi les gens mais croisons rarement les âmes. La vie sociale d'aujourd'hui semble conçue pour nous amputer progressivement, nous demandant de la sympathie tout en cachant la douleur. Cette analyse n'est pas une critique extérieure, mais un miroir où l'on peut se reconnaître sans justification. Vous n'êtes pas faible parce que vous ne vous intégrez pas. Vous êtes trop lucide pour prétendre que cela a du sens. L'inconfort que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est l'intégrité émotionnelle. N'anesthésie pas ce que vous ressentez pour vous intégrer là où vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Restez authentique, restez profond, restez entier, même lorsque le monde insiste pour vous fragmenter. Si vous vous sentez seul sur ce chemin, c'est que peu ont le courage de le parcourir. Mais ceux qui l'ont se reconnaissent même dans l'obscurité.